Alors, on va passer à notre ordre du jour. 13 points ce soir. Donc le premier point, pardon, c'est l'approbation du PV du Conseil municipal du 9 juin 2023. Donc, vous l'avez tous su dans les documents. Est-ce qu'il y a, j'ai pas eu de remarque ou d'observation avant la séance. Y en a-t-il en séance? Est-ce qu'on peut passer à l'approbation? Donc, y a-t-il des votes défavorables? Y a-t-il des abstentions? Donc, adopté. Merci. Donc, on va noter l'arrivée de Mme Zola. Bonsoir. Donc, oui, vous avez mis absente, donc je vous corrige. Merci. Donc, ça, c'est la délibération numéro 1. On va passer à la délibération numéro 2. Et c'est Thierry Lemaire, le rapporteur. Rapport d'utilisation du Fonds de solidarité région Île-de-France, année 2022. Vu l'article L2531-7 du Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 91-429 du 13 mai 1991, modifiée par la loi du 26 mars 1996 instituant un fonds de solidarité de la région d'Île-de-France pour soutenir les communes confrontées à une insuffisance de leurs ressources au regard de leurs charges et pour répondre à une logique de péréquation. Considérant la nécessité d'établir un rapport annuel sur l'utilisation du Fonds de solidarité région Île-de-France, considérant que la commune a bénéficié de la somme de 628 697 € au titre de ce fonds pour l'année 2022, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le rapport d'utilisation des 628 697 € du Fonds de solidarité de la région d'Île-de-France annexé à la présente délibération. Merci Thierry. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, le rapport est adopté. Merci. La délibération numéro 3, c'est une demande de subvention auprès du département et le rapporteur, c'est Thierry Lemaire. Demande de subvention auprès du département de Seine-et-Marne dans le cadre du Fonds d'aménagement communal, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 8 du 23 mai 2022 portant candidature de la commune au titre du FAC, Fonds d'aménagement communal, auprès du département de Seine-et-Marne. Considérant que le programme d'action a été élaboré et qu'il se compose des actions suivantes, la création d'un terrain de football synthétique et la création d'un accueil de loisirs maternels, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide le programme d'action suivant. Création d'un terrain de football synthétique, donc calendrier prévisionnel automne 2023, pour un coût estimé à 1 221 761 € hors taxe, subvention demandée 300 000 €. Extension d'un accueil de loisirs sans hébergement, calendrier prévisionnel avril 2024 à mai 2025, montant estimé 2 403 150,20 hors taxe, subvention demandée 300 000 €, donc pour un total du FAC à 600 000 €. Valide le principe de signature de tout contrat cadre aux conventions nécessaires à cet effet et autorise M. le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et signer les pièces si rapportant. Alors, une petite explication rapide, c'est juste le fait qu'on avait déjà annoncé qu'on avait mis en intégralité sur le centre de loisirs. On trouve plus pertinent de pouvoir en mettre une petite partie sur le terrain de football synthétique. Donc c'est une délibération pour juste modifier ça. Ça n'enlève en rien l'acceptation qui est déjà faite par le département. C'est juste une répartition des fonds à l'intérieur de ce fonds d'aménagement communal qui est donc je le redis, qui est un subventionnement départemental pour des équipements. Alors, il y en a différentes, dans différentes sortes. Pour notre taille de commune, c'est 600 000 € tous les 3 ans. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on sépare les 600 000 €. Après, on les utilise comme on veut à l'intérieur, pour autant qu'on ait dit au départ comment on le répartissait, voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez des remarques ou des observations? Est-ce qu'on peut passer à l'approbation de la délibération? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc, adopté, merci. La délibération numéro 4, et c'est Jean-Yves Gaillard. Demande de subvention auprès de la région pour le renouvellement de caméras antennes et pour l'installation de 4 nouvelles caméras. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que la commune a pour projet la rénovation de la vidéoprotection, renouvellement d'antennes de transmission et l'implantation de 4 nouvelles caméras,
considérant que ce projet est éligible à une subvention auprès de la région, considérant que le montant total prévisionnel de ce projet est le suivant. Renouvellement antenne de transmission, 20 379,06 hors taxe. Remplacement caméra hors service, 1049 hors taxe. Installation de 4 nouvelles caméras, 9027,01 hors taxe. Pose des mâts et alimentation nouvelles caméras, 3643,75 hors taxe. Ce qui fait un total de hors taxe de 34 098,82. Avec la TVA à 20%, ça apporte le total à 40 918,58. Considérant que le financement de ce projet serait le suivant, Région Île-de-France, subventionné à hauteur de 30% le montant retenu de 34 098,82 hors taxe à solliciter 10 229,65. Département de Seine-et-Marne, subventionné à hauteur de 20%, à solliciter 6 819,76. Total des subventions 17 049,41. La part communale restant à charge étant de 17 049,41 hors taxe. La TVA de 20%, 6 819,76, ce qui fait un montant total TTC à la charge de la collectivité de 23 869,17. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'opération présentée pour un montant total de 34 098,82 hors taxe, soit 40 918,58 TTC. Décide d'inscrire au budget de la commune la part restant à sa charge. Mandate M. le maire pour déposer le dossier de subvention auprès de la région. Mandate M. le maire pour signer tout document nécessaire au financement et à la réalisation de ce projet. Merci Jean-Yves. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Oui, allez-y. Moi j'ai plusieurs questions. J'aurais aimé savoir où elles seront situées, ces 4 nouvelles caméras. Je peux le dire. Je peux répondre, allez-y, finissez, pardon. J'aurais aimé savoir également qui avait accès au visionnage des caméras, parce que beaucoup d'habitants nous remontent le fait que c'est très difficile, quand ils vont à la gendarmerie, quand ils font de pouvoir, qu'eux-mêmes visionnent les caméras, et qu'ils se plaignent de ça. Donc j'aurais aimé avoir un retour vis-à-vis de vous répondiez sur cette question. Et combien de temps sont conservés et qui accède? Alors, Jean-Yves, tu peux répondre sur les emplacements? Les emplacements, on a les 4 caméras, donc on en a une qui est Grand Rue, en face de Maisonneuve, de façon à prendre les commerces en enfilade, pour les risques de trafic. Ensuite, on en a implanté une dans des endroits où il n'y en avait pas, donc Carrefour Tillet, Carrefour Fresnes. Une deuxième, Carrefour des Charmes, Brassens, Petits-Ordres, c'était sur mon point. Et la dernière est supplémentaire au Carrefour Lagny-Source, Plessis. Lesquels? Les 2 premières, je les ai, mais après... Alors, donc en rue, Carrefour Tillet, rue des Fresnes. La troisième, c'est au carrefour de la rue des Charmes, rue Georges Brassens et rue des Petits-Ordres. Il y a un petit rond-point. Et la troisième, c'est au carrefour de la rue de Lagny, rue des Sources, rue du Plessis. Ce qu'on appelait avant le chinois. Alors, en fait, les emplacements, on ne les a pas choisis au hasard. Hein. C'est en concertation avec les gendarmes, c'est eux qui exploitent, ça va me permettre de répondre à la question d'après, c'est eux qui exploitent et qui nous disent parfois, quand il y a des observations à faire, les manques qu'il y a à certains endroits. Donc on leur dit, voilà, on va en installer 2, 3, 4, 5, ils nous disent en priorité, on les souhaiterait à tel et tel et tel et tel endroit. Hein. Ils ont un conseiller spécifique au niveau de la gendarmerie qui, par rapport au trafic et par rapport au passage des gens, etc., nous conseille sur les endroits où les mettre, évidemment, on suit leurs conseils. Concernant la visualisation, tout cela est excessivement cadré par la loi. Elle se décompose en 2 parties. La partie visionnage en direct, qui lui peut être visionné uniquement par les agents assermentés, donc c'est l'APM, quand ils sont dans leur bureau par exemple, ils peuvent avoir vision en direct sur les caméras. En ce qui concerne ce qui est enregistré, c'est conservé 30 jours et après c'est écrasé automatiquement par la machine. Donc ça répond à la question de combien de temps
c'est conservé, c'est 30 jours, c'est la loi. Et puis, sur les consultations, effectivement, les gendarmes, mais comme notre police municipale, quand il faut extraire des vidéos, ne doivent le faire que sur une réquisition du parquet ou d'un OPJ. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent, quand ils ont une plainte d'habitants, pour X ou Y raison, quand ils estiment qu'ils ont à consulter les vidéos et qu'ils recherchent quelque chose, ils viennent, alors évidemment pendant les heures d'ouverture de l'APM, hein, c'est évident, donc effectivement quand ça arrive le week-end, ils ne peuvent pas avoir accès tout de suite aux informations. Quoique nous sommes en train de travailler, puisque le président du département, par le biais du bouclier sécuritaire, souhaiterait installer en partenariat avec la gendarmerie des liaisons directes permettant à un QG de gendarmerie de venir prélever à distance les images qui les intéressent pour pouvoir avoir accès à ces images 24 heures sur 24. C'est pas encore mis en place, mais moi je le souhaite aussi tout à fait, hein, ça permet de réagir beaucoup plus vite dans les enquêtes et quand il y a des sujets qui le nécessitent, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc effectivement, quand ils ont besoin de visionner des images pour éventuellement en extraire des temps, et donc des vidéos, il faut qu'ils viennent pendant les heures d'ouverture de l'APM, et s'ils trouvent quelque chose d'intéressant, alors ils ont le droit de regarder, s'ils trouvent quelque chose d'intéressant, pour pouvoir extraire les images et les utiliser dans la procédure, il faut qu'ils aient une autorisation du parquet ou de l'OPJ. Voilà. Donc c'est extrêmement encadré, hein, voilà. Donc il n'y a pas de difficulté à consulter, hormis le week-end, oui, effectivement, le week-end, ils ne peuvent pas forcément accéder tout de suite. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres observations? Ou est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Donc, adopté, merci. La délibération suivante, c'est pour toi, Jean-Luc. Je te propose d'aller directement au conseil municipal, parce que la première c'était pour la région, la deuxième c'est pour le département. C'est exactement la même délibération avec exactement les mêmes chiffres. Il y a juste que la fin qui change, au lieu de demander à la région, on demande au département. En fait, la première c'était auprès de la région. Et la deuxième, c'est auprès du département, donc c'est identique, c'est copié-collé par le mot préfet du département. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'opération présentée pour un montant total de 34 098,82 hors taxes, soit 40 918,58 TTC. Décide d'inscrire au budget de la commune la part restant à sa charge, mandate M. le maire pour déposer le dossier de subvention auprès du département. Mandate M. le maire pour signer tout document nécessaire au financement et à la réalisation de ce projet. Alors, est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Pareil, j'imagine. Donc, je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Adopté l'unanimité, merci. Alors, la délibération numéro 6, c'est la modification du tableau des effectifs et des créations de postes, et c'est Lisa le rapporteur. Modification du tableau des effectifs, création de postes. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, vu l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Considérant qu'il s'avère indispensable d'ajuster le tableau des effectifs à l'activité du service public, considérant l'avis du comité social territorial en date du 26 juin 2023, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal apprend d'avoir délibéré, décide les modifications suivantes au tableau des effectifs des emplois permanents. Suppression, un poste d'animateur. Création, un poste d'animateur principal de première classe, un poste d'animateur principal de deuxième classe. Motif, donc recrutement. Concernant la filière administrative, suppression, un poste d'adjoint administratif, création, un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe et un poste de rédacteur. Motif, réussite au concours et le deuxième c'est recrutement. Établi comme suit le tableau des effectifs des emplois permanents de la commune. Donc vous avez le tableau, vous voulez que je le lise ou... Non. Vous me passez, c'est gentil. Donc, donne tous les pouvoirs à Monsieur le maire pour signer tous les actes à intervenir en vue de la bonne application de la présente, précise que la dépense est inscrite au budget. Alors, un petit commentaire qu'on fait bien à chaque fois pour bien expliquer
que dans la fonction publique, les créations et les suppressions de postes, c'est pas des suppressions d'emplois ou forcément des créations d'emplois. C'est parfois des agents qui sont déjà là. Vous voyez, comme vous avez marqué réussite au concours, ce sont des montées en grade et des évolutions de carrière. Et donc, de temps en temps, quand ils passent de première classe à deuxième classe, il faut que le poste d'adjoint, par exemple, d'animation principale de deuxième classe, soit ouvert. Si le poste n'est pas ouvert, on ne peut pas le nommer sur ce poste-là. Voilà. Donc c'est toujours un petit peu, je sais, compliqué à comprendre, mais voilà. Est-ce que vous avez des remarques ou des observations à faire sur ce tableau? Ou est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, y a-t-il des votes défavorables? Y a-t-il des abstentions? Donc, adopté. Merci pour eux. Alors, la délibération suivante, la numéro 7, c'est Salva, le rapporteur. Un renouvellement de la convention abri voyageurs avec le département de Seine-et-Marne. Vu le code général des collectivités territoriales, vu la proposition de convention par le département de Seine-et-Marne relative à la mise à disposition de 2 abris voyageurs sur la commune, considérant que depuis novembre 2009, le département de Seine-et-Marne met à la disposition de la commune 2 abris voyageurs situés rue des Sources et rue Saint-Antoine. Considérant que la précédente convention est arrivée à échéance et qu'il est nécessaire d'en signer une nouvelle. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention relative à la mise à disposition de 2 abris voyageurs annexés à la présente délibération. Autorise Monsieur le maire à signer cette convention avec le département de la Seine-et-Marne. Alors, quelques petites explications, parce que vous avez vu que dans les abribus, il y avait eu un petit peu de changement depuis l'année dernière. Alors, effectivement, le département mettait il y a quelques années, dans certaines communes, c'est pour rattacher la population, hein, des équipements à disposition. Et puis donc il fallait qu'on ait une convention signée. Donc pourquoi on la repasse aujourd'hui, puisqu'elle est arrivée à l'échéance et qu'il faut la renouveler. Cependant, avec le syndicat mixte, qui est le syndicat mixte de la Goëlle, qui est le syndicat qui gère les transports sur notre secteur, en lien avec évidemment IDFM, Île-de-France Mobilité, qui est l'opérateur, lui qui gère l'ensemble des transports et qui donne des délégations de services publics, donc chez nous à Keolis, sur nous à Marne-et-Morin, enfin bref, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez comment ça fonctionne, les différents marchés. En fait, on a négocié avec eux dans la DSP 8 qui va rentrer en fonction à la rentrée de septembre, qui améliore d'ailleurs la desserte sur Meaux et sur la gare de Saint-Marc grandement pour nous, mais on aura l'occasion d'y revenir plus tard, je vous donnerai les détails. On a fait mettre à la charge du syndicat, donc sur notre commune ça représente un peu plus de 600 000 € de travaux, hein. C'est pas complètement terminé, mais c'est en cours de réalisation, la mise aux normes et la mise en accessibilité de l'ensemble des arrêts de bus sur la commune. Donc aujourd'hui, vous avez vu, les trottoirs ont été rehaussés et dans le même acabit, on a mis l'ensemble du mobilier, fourniture et entretien par le syndicat. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura une dégradation, lorsqu'il y aura du nettoyage à faire, ce ne sera plus à la charge de la commune ou d'une communauté de communes ou d'un syndicat autre, c'est le syndicat mixte qui prendra en charge. Donc c'est susceptible d'évoluer puisqu'en fait, normalement, la totalité de nos arrêts de bus seront équipés des abribus mis en place par le syndicat mixte. Voilà. Donc pour l'instant, il reste en place en renouvelle, puisque vous avez vu qu'il y a certains endroits où ça n'a pas encore été fini d'être mis en place. Normalement, ça le sera dans le 2e semestre de cette année ou dans le 1er semestre 2024. Voilà pour les explications. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Ou est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, les votes défavorables? Des abstentions? Merci. Alors, la délibération suivante, c'est la modification du règlement intérieur des services de restauration scolaire, accueil de loisirs, accueil périscolaire et des études surveillées. Et c'est Titiane le rapporteur. Merci, monsieur le maire. Modification du règlement intérieur des services de restauration scolaire, accueil de loisirs, accueil périscolaire et études surveillées. Vu le Code général des collectivités territoriales,
vu la délibération numéro 13 du 17 décembre 2022 portant approbation des modifications apportées au règlement intérieur des services périscolaires, considérant qu'il est nécessaire d'apporter de nouvelles modifications à ce règlement intérieur, qui sera applicable à compter du 4 septembre 2023, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le règlement intérieur unique modifié, annexé à la présente délibération, qui restera valable jusqu'à la prochaine délibération. Merci Kylian. Alors vous l'avez tous eu dans les documents et on vous avait mis en surligné en jaune les choses qui évoluent. Donc il y a évidemment la date de la rentrée scolaire, hein, ça change chaque année. L'autre point important à la page 6, c'est lors de l'établissement des chèques pour les parents. Avant on mettait le trésor public, aujourd'hui le trésor public a changé le système. Il faut inscrire le numéro de la régie. Donc on vous l'a mis en jaune, régie 560-202, régie unique scolaire Saint-Pacus. Voilà, c'est l'intitulé qu'il faut mettre dessus. Et puis dans les annexes, on a rajouté le tableau sur la restauration scolaire parce qu'il y avait les tarifs, accueil de loisirs avec le repas, l'accueil du matin et du soir, les études surveillées et les plateaux d'intermarche pour les enfants qui sont en PAI s'ils l'utilisent. Et on n'avait pas mis le tarif par tranche de la restauration scolaire, donc c'est ce qui a été rajouté. Voilà. Sinon sur le reste, rien ne change, c'est uniquement des mises à jour. Est-ce que vous avez des remarques ou des observations sur ce règlement? Oui, allez-y. J'avais une question dans le règlement. À la page 5, en jaune, il y a marqué il y a un petit astérix dans la limite des capacités d'accueil. Est-ce que vous estimez qu'il est possible que la commune refuse l'inscription de certains enfants parce que aujourd'hui, ça serait au-dessus de nos capacités d'accueil ou pas? Alors c'est toujours possible. Ça a déjà été fait, en tout cas, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y en a qui ont été refusés? Non, c'est toujours possible, ça n'a jamais été le cas parce qu'en fait, les rares fois où on a 2, 3, 4, ça nous est arrivé d'avoir 5 ou 6 enfants en supplément par rapport à la capacité d'accueil. Je vous rappelle que les capacités d'accueil, elles ne sont pas forcément limitées par la commune, hein, puisque nous, quand on respecte les taux d'encadrement, on peut avoir par exemple 1 sur 12, 1 pour 12, on est capable de mettre, s'il y a 70 enfants, on est capable de mettre 7 animateurs au lieu des 6 pour être limité. Donc c'est surtout par rapport aux capacités d'accueil des bâtiments sur lesquels il faut demander des accréditations. Aujourd'hui, en primaire, on est à 106 en capacité. Donc on a largement ce qu'il faut, parce qu'on est généralement aux alentours, on oscille entre 70 et 90. Et pour les maternelles, d'où l'investissement qu'on est en train de préparer sur le centre de loisirs maternel, aujourd'hui on est à 65 en capacité, et on est régulièrement à ce chiffre-là. À savoir que sur les petits, en fait les parents ne peuvent pas les déposer quand les petits sont malades. Donc quand on a vu sur Booking de 2 ou 3, on a généralement encore 1 ou 2 places de libre, parce qu'il y a toujours 3, 4, 5 enfants malades. Donc ça ne nous est encore jamais arrivé de refuser des enfants. Après, il y a aussi une tolérance lorsque c'est exceptionnel, c'est-à-dire quand c'est sur 1 journée ou 2 journées, mais pas en continu. On a une capacité autorisée par la PMI et la CAF sur les petits, avec une possibilité d'accueil de 20% supplémentaire, qu'on n'a jamais utilisé. Donc même quand on a 67, 68 ou 69 enfants, on est dans les clous de ce que les autorités nous autorisent comme quantité d'accueil. Voilà. Mais on le marque parce qu'effectivement, on ne sait jamais, ça pourrait effectivement, ça pourrait arriver. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? On peut passer au vote. Alors, les votes défavorables, les abstentions. Donc adopté, merci. Alors, la délibération suivante, la 9, l'avis du conseil municipal sur la modification des statuts de la CCPMF. Et c'est Sébastien Mec. Avis du conseil municipal sur la modification des statuts de la CCPMF. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L5214-1
les suivants. Vu la délibération numéro 026-2023 du 11 avril 2023 de la communauté de communes Plaine et Monts de France, approuvant à l'unanimité la révision des statuts de la CCPMF, consistant en l'intégration de l'action portant animation et concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la modification des statuts de la communauté de communes Plaine et Monts de France, annexée à la présente délibération. Merci Sébastien. Une petite explication. Donc en fait, vous savez comment ça se passe, ça a été adopté au conseil communautaire et après toutes les communes de l'Interco ont 3 mois pour délibérer. Si elles ne le font pas, c'est qu'elles acceptent. Mais c'est toujours bien de le faire, ça montre qu'on suit les choses de notre Interco. Donc dans le document qui vous a été transmis, je vous propose d'aller à la page numéro 4. Et donc à l'onglet 7.14, donc en fait c'est la préfecture qui a demandé à l'Interco de changer la formulation. Ce point existait, mais la formulation ne convenait pas à la préfecture, donc il fallait inscrire animation et concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation, ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou dans un groupement de sous-bassins ou dans un système aquifère correspondant à une unité hydrographique. Voilà. Donc c'est ce qu'on a changé et c'est ce qu'on vous propose d'entériner ce soir. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? On peut passer au vote. Alors, les votes défavorables, les abstentions, donc adopté, merci. Et la délibération numéro 10, c'est Thierry Méclier de rapport. Adoption du principe de désaffectation des parcelles ZD 135 et ZD 211 de parties et cessions des dites parcelles. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L2141-1 et L3112-4, considérant que la commune est propriétaire de parcelles de terrain cadastrés, section ZD numéro 211 et 135, considérant que dans le cadre d'une opération de remembrement foncier en vue de la réalisation d'un programme immobilier permettant à la commune de densifier son habitat en centre-ville, de récupérer des places de parking aménagées, de construire des nouveaux locaux d'activité en rez-de-chaussée en vue de dynamiser l'environnement économique et construire des habitations dans les étages, permettant de satisfaire aux dispositions de la loi SRU, la commune se propose de céder au profit de la société SCCV Atlande, la parcelle ZD 135 et une partie de la parcelle ZD 200. Considérant que les parcelles que la commune se propose de vendre font partie du domaine public de la commune, considérant que ces parcelles ne peuvent être immédiatement désaffectées et déclassées selon la procédure de droit commun prévue à l'article L2141-1 du CG3P, car elle demeure affectée à l'usage du public, et considérant que la commune adopte donc le principe de la désaffectation des parcelles ci-avant visées, dans sa totalité pour la parcelle 135 et partiellement pour la parcelle 211, dans le cadre de l'article L3112-4 CG3P, et propose la signature d'une promesse unilatérale de vente sous condition sur ces parcelles au profit de la société Atlante. Considérant que l'avis des domaines a été sollicité pour l'équipement public se trouvant sur la parcelle ZD 135 et qu'il est estimé une valeur de 534 000 €, ainsi que pour le parc de stationnement et l'espace vert public se situant sur la parcelle ZD 211P, dont la valeur est estimée à 56 000 €. Considérant que cette promesse de vente n'interviendra que sous les conditions d'usage et celles de notamment à savoir des affectations effectives des parcelles ZD 211 et P et ZD 135, déclassement des parcelles ZD 211 P et ZD 135, obtention d'un permis de construire par la société Atlante sur les parcelles ZD 211 P 135 123, de l'absence postérieurement à la formation de la promesse d'un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquelles le domaine en cause est affecté, qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public, considérant que la société Atlante
développera un programme à usage d'activité et d'habitation sur une surface de plancher de 2917 m² environ sur les parcelles 135, 211 et 123, considérant que le bâti fera l'objet d'une démolition qui sera prise en charge par la société Atlante, considérant que dans le cadre de l'optimisation de la gestion de son patrimoine, la commune céderait ses biens libres de toute location ou occupation à la société Atlante au prix de 590 000 €, considérant que par ailleurs, la société Atlante s'engage à rétrocéder au prix de 50 centimes du mètre carré à la commune une superficie d'environ 170 mètres carrés correspondant au parking le long de la voirie, considérant que cette rétrocession fera l'objet d'une promesse qui sera signée préalablement à la date de réitération des présentes et fera l'objet d'une décision ultérieure. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après d'avoir délibéré, adopte le principe de la désaffectation des parcelles ZD 135 et ZD 211 en partie, approuve la cession par la commune à titre onéreux à la société Atlante pour un montant de 590 000 € des dites parcelles dans le cadre de l'optimisation de la gestion du patrimoine de la commune et en vue de la réalisation d'un programme immobilier sus-décrit. Autorise Monsieur le maire à accomplir toute démarche division foncière et signer la promesse de vente sous les conditions visées aux présentes et aux charges et aux autres charges et conditions d'usage. Merci. Une narration très technique, un peu compliquée, mais on vous remercie. Donc, quelques explications. Donc, c'est le projet de réhabilitation de la Poste qui a été présenté à la réunion publique l'autre fois. Et donc là, ça fait partie des démarches que l'on doit faire en avance et en prévision pour pouvoir avancer le permis de construire. Donc, de toute façon, ça fera l'objet d'autres délibérations derrière. Là, aujourd'hui, donc c'est une désaffectation et une promesse de cession de façon à pouvoir avancer sur le permis. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Oui, allez-y. Oui. C'est de nouveau un projet de 40 logements et avec très peu de parking, puisque dans le plan qui nous a été donné, il n'y a que 40 parkings pour 40 logements. Or, on sait très bien qu'à Saint-Battu, souvent les couples ont 2 voitures. Des fois, ils peuvent recevoir aussi la semaine ou le week-end. Donc, j'aurais aimé savoir, est-ce que d'autres parkings seront construits? Si oui, où? Parce qu'aujourd'hui, à part la place de la mairie, je ne vois pas où est-ce qu'on pourrait agrandir le stationnement. Puis, de toute façon, je veux dire, voilà, c'est... j'aurais aimé savoir également, concernant la Poste, où est-ce qu'elle sera? Est-ce qu'on va conserver ce service public ou pas? Puisque dans la note préparatoire, il est dit qu'il y aurait un service public parmi les 40 logements, donc j'aurais aimé savoir si c'est la Poste ou pas. Parce que sinon, où est-ce que les gens vont pouvoir se garer quand ils iront à la Poste? Des éléments de réponse. La première, sur les places de parking. Vous n'êtes pas sans ignorer, ça on va le redire et à chaque fois, mais là je pense que c'est plus la naïveté, c'est la provocation. Vous savez pertinemment que sur les logements sociaux, la loi oblige à un parking. Et que nous sommes tout à fait conscients de cette problématique-là, puisque dans toutes les autres opérations et dans le PLU, partout dans le PLU qui a été révisé, nous avons augmenté la demande auprès des pétitionnaires du nombre de places, puisqu'avant il était obligé dans notre PLU à une place couverte et une place de jour, et que nous sommes passés à une place couverte et 2 places de jour, puisque nous savons pertinemment qu'effectivement, et ça je vous rejoins, vous avez raison, dans notre secteur, il faut souvent deux voitures. Après, la typologie des logements a été réfléchie pour que ce soit la plupart du temps des gens seuls, donc soit des jeunes couples avec, bon, ça peut arriver 2 voitures, mais la plupart du temps une seule, ou un parent isolé avec un enfant, ou un ancien ou une ancienne, veuf ou veuve, et qui dans ce cas-là n'a qu'une seule voiture. Donc effectivement, il est possible qu'il y en ait quelques-unes. Il faut savoir qu'il y a aussi des gens dans ces logements qui n'ont pas de voiture. Ça arrive assez régulièrement. Et il faut savoir, et vous le savez aussi puisqu'on en a déjà parlé, que sur les loyers dans les logements sociaux, le législateur a séparé le loyer de la place de parking. Et que le bailleur social
n'a aucun pouvoir à obliger un preneur d'un logement, même s'il a une voiture, à prendre une place de parking. Alors c'est parti au départ d'un postulat qui n'était pas forcément idiot, qui disait qu'effectivement dans les endroits très urbanisés, dans les villes avec beaucoup de transports, je prends l'exemple de Paris par exemple, vous pouvez très bien habiter Paris et vous déplacer dans Paris et dans l'approche banlieue sans avoir de véhicule, puisque le réseau de transport est dense. Donc c'était de dire, ben voilà, si vous avez un loyer, je ne sais pas, à 550 € et que dedans il y a 50 € pour le parking, c'est idiot de faire payer ça à quelqu'un, donc on sépare les deux. Oui, très bien, sauf qu'en séparant les deux, et ben on se retrouve dans une situation où les gens, parfois, même quand ils ont une voiture, n'en prennent pas. Donc la seule parade que l'on peut avoir, c'est d'être excessivement vigilant aux abords et surtout d'avoir une communication avec le bailleur, ce qu'on a fait d'ailleurs sur les autres bâtiments, pour inciter les gens à prendre des places de parking en disant tout ce qui sera garé en dehors des emplacements réservés au parking, donc les places matérialisées, seront verbalisés sans aucun état d'âme, de façon à obliger les gens à pouvoir prendre une place de parking. Je vous donne la parole après. Donc après, la question suivante, c'était... alors la Poste, oui. Alors, on est pour parler avec la Poste, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas de solution à vous donner, puisque le permis n'est pas encore validé. Donc c'est des choses dont on peut difficilement parler. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a traité avec la Poste, et la Poste ne souhaite pas fermer l'agence, parce que c'était une question qui pouvait se poser. Vu l'état du réseau La Poste en ce moment, vous le voyez par les fermetures intempestives, hein, on essaye de vous prévenir le mieux qu'on peut, mais quand on est prévenu par La Poste elle-même, hein, des fois elle ne nous prévient pas et elle ferme l'agence sans qu'on ne puisse communiquer dessus. Enfin, le réseau, compte tenu du nombre d'habitants et de ce service public, qui effectivement est un service très très important pour notre population, il n'est pas question de fermer l'agence. Par contre, c'est vrai que c'est nous qui les logeons, hein, puisque la Poste ne paye un loyer. C'est vrai qu'aujourd'hui, les locaux dans lesquels ils sont extrêmement vétustes, pas très accueillants, pas forcément aux normes d'accessibilité, qu'on a des travaux sur la toiture en permanence avec des fuites et des dépenses de maintien en état de ce bâtiment qui est pas génial. Donc l'idée, c'est de refaire une agence bancaire. Une agence postale, pardon. Écoutez la réponse, hein, sinon j'arrête. Donc c'est une agence postale, et dans les locaux qui seront à côté, de faire des locaux pour la police municipale, puisqu'aujourd'hui on a une police municipale mixte et armée, et donc il y a des besoins en locaux qui sont nécessaires, avec une salle d'armes, avec des vestiaires séparés, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais donc l'idée, c'est d'avoir ces deux services publics qui soient au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Sur les places de parking devant, ça va faire l'objet de la délibération suivante, c'est-à-dire la rétrocession par la suite, enfin, c'est dans celle-là aussi, la rétrocession des places de parking devant qui seront réaménagées et refaites par l'aménageur promoteur. Voilà, oui, Madame Michel. Si j'ai bien compris, vous dites que régulièrement, que vous mettez des amendes aux gens qui stationnent en dehors des places de parking. Donc je suppose que vous allez tous les jours aux bâtiments sociaux qui sont en face de la crèche pour verbaliser toutes les voitures qui sont garées n'importe comment. Alors c'est fait régulièrement, pas tous les jours parce qu'on n'est pas forcément, puis la police municipale n'est pas là 24 heures sur 24, mais c'est une sensibilisation que l'on fait effectivement. Alors là où je vous rejoins, c'est qu'on est on va pas dire en bis-bis, mais on est en discussion avec le promoteur et le bailleur social, puisque en fait on leur a demandé d'aménager au moins devant et de matérialiser des vraies places en bitume avec un trottoir, parce qu'effectivement aujourd'hui c'est dans la boue et c'est vraiment pas ni qualitatif ni sécuritaire. C'est dans tous les sens, comme ça. Oui, on est bien d'accord. Alors après, la nature humaine et l'incivisme est ainsi fait que, voilà, de toute façon, quoi que l'on fasse ou que l'on ne fasse pas, les gens ne respectent pas forcément, mais vous avez raison d'attirer l'attention sur ce sujet et Jean-Yves, on va redemander à la police municipale d'être vigilant à ce niveau-là. Alors, d'autres remarques? Oui, allez-y. Du coup, j'avais une question. Du coup, les bâtiments qui seront mis à disposition pour la police municipale, comme nous n'en serions pas propriétaires, est-ce que nous verserons
un loyer Non, parce à la société? parce qu'aujourd'hui on vend le bâtiment et nous on rachètera les locaux derrière. On sera en copropriété avec le bailleur. Est-ce que vous avez une idée à peu près de combien lui serait le loyer pour la Poste, puisqu'aujourd'hui ça risque d'être quand même bon. On ne le changera pas, le loyer de la Poste, on ne le changera pas, puisque si vous avez un petit peu décrypté ce que je viens de dire, ça va être une opération blanche pour la commune. C'est-à-dire qu'on passe de locaux vétustes à des locaux neufs, sans que ça nous coûte un centime. C'est un peu le but de la manœuvre aussi. Et derrière, le loyer, nous on a un bail avec la Poste, c'est un bail commercial 5369 qui est toujours en cours et qui est renouvelé. Et de mémoire, Thierry, si je ne dis pas de bêtises, le loyer de la Poste, c'est c'est 25-26 000 € à l'année. Hein. J'ai une question. Pendant les travaux, y aura-t-il une rupture de service? Alors, c'est justement ce dont je ne peux pas répondre à la question ce soir, puisque c'est en discussion, c'est pas encore calé. Nous, ce qu'on a demandé et ce que la Poste souhaite aussi, c'est qu'il n'y ait pas de rupture de service. Alors, sous quelle forme? Aujourd'hui, on n'est pas capable encore de le dire, on va voir comment on s'arrange. Il y a un certain nombre de services liés à l'argent qui, eux, oui, effectivement, sont certainement perturbés, puisque en fait il y a un cahier des charges sécuritaire, tout simplement, qui doit être respecté, et le temps de faire les travaux, on n'a pas d'autres locales habilitées bancaires, entre guillemets, pour pouvoir les loger. Donc c'est une question qu'on est en train d'essayer de régler avec eux. On a encore un rendez-vous d'ici une dizaine de jours, une quinzaine de jours, en juillet, avant les vacances, et puis on a encore un petit peu de temps, parce que pour l'instant le permis est à l'étude, il n'est pas délivré, et le temps que les purges se fassent, et la préparation de chantier, on est en discussion avec eux, parce qu'ils ont aussi un cahier des charges précis qu'ils doivent donner aux promoteurs et qu'ils doivent intégrer. Donc on sait à peu près où on va, parce qu'ils ont donné les grandes lignes, mais voilà, on est sur ce travail-là en ce moment. Donc ce qui est sûr et certain, c'est que la Poste ne fermera pas complètement. Effectivement, le service sera perturbé, ça c'est une évidence, ce serait une bêtise de dire le contraire. Maintenant, sous quel ordre et sous quelle forme, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que pour les gens qui auront des difficultés à se déplacer, si effectivement il y a un certain nombre de services qui ne peuvent pas être rendus sur la commune, on mettra un mécanisme de substitution en place pour pouvoir permettre aux gens de continuer à avoir ce service public le temps des travaux. Alors, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Alors, avec les pouvoirs, vous avez... Donc, il y a 2, Madame Velin, pas de pouvoir, Madame Michel, 2 aussi. Donc, 5 défavorables. Des abstentions? Donc, adopté. Je suis juste étonnée que Madame Pérez vote pour, alors qu'elle a signé une pétition contre le bâtiment juste à côté. Non. Et je suis juste étonnée que tu votes pour ce projet alors que tu as signé une pétition contre le bâtiment qui est pile à côté. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé par contre. Ah bah c'est ça. À commencer par ton attitude aussi, Marielle. C'est assez surprenant de t'entendre toi dire ces choses-là. Mais c'est pas grave. On va pas polémiquer, c'est pas. Moi j'ai pas changé. Oui, bah tiens. La déclaration numéro 11, Thierry Médy. Convention de rétrocession du lot numéro 1 situé 9-13 rue Saint-Antoine, issu de la division Atlante. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le permis de construire déposé le 26 décembre 2022 par la société SCCV Atlan de Saint-Patu, représenté par M. Fléchard, Igor, qui projette la réalisation d'un bâtiment collectif de 40 logements et d'un équipement public sur la parcelle actuellement occupée par les services postaux et cadastrés ZD 123, ZD 135 et ZD 211, parti pour une surface totale de 2777 m², considérant que la rétrocession du futur lot numéro 1 représente une surface d'environ 170 m². Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal a favorablement libéré adopte la convention de rétrocession, autorise M. le maire à signer la convention ainsi que tout autre document s'y rapportant. Merci Thierry. Des remarques, des observations? Allez, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? 5 évidemment. Des abstentions? Allez, adopté. La déclaration numéro 12, et c'est Annie. Fixation de la participation financière à la sortie organisée au Dôme de Paris, Palais des Sports pour les seniors.
vu le Code général des collectivités territoriales, fut la sortie en direction des seniors organisée le 15 octobre 2023 au Dôme de Paris, Palais des Sports pour le concert Les Chœurs de France 500 choristes, considérant qu'il y a lieu de fixer le montant de la participation financière. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, afin d'avoir délibéré, fixe la participation financière pour la sortie comme suit. Personnes âgées de 65 ans et plus 67 €, personnes âgées de moins de 65 ans, 75 €. Précise que cette recette sera imputée au chapitre numéro 70, article numéro 7088. Merci. Voilà, ça, je pense qu'il n'y a pas de questions. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc, adopté. Merci. Alors, on a épuisé notre ordre du jour. Donc, le compte rendu de délégation, les décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil. Donc, il y a une décision 23 du 6/6/2023 portant signature d'un marché public d'acquisition de matériel informatique, maintenance et infogérance avec la société Ether. La décision numéro 23009 du 19/6/2023 portant signature d'un marché public de travaux pour divers travaux de voirie et aménagement espace public avec la société Eiffage. Et la décision numéro 23010 du 22/6/2023 portant marché public de maintenance et d'entretien des couvertures des bâtiments communaux avec la société JMC. Bon, voilà pour les comptes rendus de délégation. Quelques informations avant qu'on passe aux questions. Alors, en ce qui concerne les recrutements dans le personnel, nous avons un recrutement à la régie périscolaire qui est arrivé le 3 juillet. Voilà, c'est bien arrivé. Nous avons trouvé une directrice LSH Pérou avec une arrivée au 7 août, un directeur enfance jeunesse avec une arrivée au 14 août, une responsable des ressources humaines avec une arrivée au 1er octobre. Et puis dans le reste des services, on a 2 agents d'entretien, 2 agents des services techniques, du renforcement des équipes d'animation pour le mois de juillet et une animatrice pour le page pour la partie estivale pour permettre d'équilibrer puisqu'on n'avait plus qu'un garçon au page et que la tranche d'âge nécessite d'avoir à la fois et un garçon et une fille pour certaines activités de façon à ce que ça ne pose pas de problème. Alors, une autre petite information rigolote, c'est là qu'on va se marrer 5 minutes. On va parler du scolaire et des effectifs. Alors, je vais faire un petit peu d'humour noir. Il était effectivement... Pardon, il était effectivement ultra nécessaire de construire une 3e école, puisque dans nos effectifs, alors là ça y est, hein, les constructions elles sont là, les gens ils sont arrivés, on ne peut pas me dire non, mais ça va monter. Non, non, c'est 4 ans, hein, donc les gens sont là. Vivaldi, nous avions un effectif de 538 élèves sur l'année 2021-2022, et nous n'en aurons plus que 505 à la rentrée. Et à l'école Charles Perrault, nous en avions 286 sur l'année 2021-2022 et nous n'en aurons plus que 277 à la rentrée scolaire. Donc on perd quasiment 40 enfants dans nos écoles. Alors 40 enfants, vous me direz, on va avoir une fermeture. Et bien non, parce qu'évidemment on l'avait programmé, enfin, on l'avait imaginé, et on savait pertinemment qu'il fallait être un petit peu intelligent. C'est pour ça qu'on vous avait parlé au dernier conseil de l'opération que nous avions proposée aux écoles, qui était sur le groupe scolaire Vivaldi, de séparer la maternelle de la primaire. Ceci avec une raison intéressante, c'est que lorsque le groupe scolaire fait 11-12 classes comme à Pérou, vous ne pouvez pas le faire parce que à 5 classes d'un côté et 3 classes de l'autre, vous perdez la décharge de direction. Et donc l'institut qui s'occupe de la direction scolaire n'a plus de temps de décharge pour le faire. Alors qu'à 11 classes, il a, M. Raveau, il a eu 3 quarts de décharge. Vous avez 3 quarts de décharge. Alors qu'à Vivaldi, on avait 21 classes et on avait un seul directeur. À savoir qu'en se séparant en deux, en faisant 15 et puis 7, puisqu'il va y avoir une ouverture de classe avec cette séparation-là, je vais expliquer le mécanisme derrière, on se retrouvait avec une décharge complète qui reste sur le primaire et 3 quarts de décharge pour la maternelle. Ce qui fait que
dans la capacité d'encadrement pour toutes les choses administratives, pour accueillir les parents, les sorties des élèves qui vont à l'orthophoniste, ceci, cela, machin, etc. On va se retrouver avec une personne 75, pas tout à fait deux, presque, alors qu'on n'en avait qu'une seule. Donc évidemment, l'équipe enseignante a trouvé que c'était une idée qui était intéressante et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont acquiescé sur la séparation du groupe scolaire. En plus de ça, donc l'autre intérêt pour les effectifs, et c'est pour ça qu'on a une création de classe, c'est que lorsque vous avez un groupe scolaire complet, l'éducation nationale se sert, quand il y a un peu de surplus en maternelle, pour gonfler les chiffres de l'élémentaire et vous éviter d'avoir une ouverture ou une fermeture de classe, et vice versa. Quand les deux entités sont séparées, il faut un certain nombre d'enfants d'un côté et un certain nombre d'enfants de l'autre, et donc le nombre d'enfants en primaire faisait que ça provoquait une classe. Ça a un seul intérêt, hein, c'est le nombre d'effectifs par classe. En CM2 cette année, sur les classes à Vivaldi, ils sont 19. Ça me paraît sympathique pour apprendre. Enfin voilà. Petite information. Alors, justement, ça nous a permis aussi de pouvoir revenir sur un dispositif que l'on ne faisait pas il y a quelques années, parfait accord avec les deux directeurs, parce qu'en plus ça leur a convenu parfaitement, et avec évidemment l'inspecteur. Nous avons la semaine dernière fait une réunion ensemble pour leur soumettre les demandes de dérogation que l'on avait, c'est-à-dire pour passer d'une école à l'autre. Donc il y avait 12 dans un sens et 3 dans l'autre, et ça correspondait parfaitement à l'équilibrage des directeurs. Donc on a accordé les 15 dérogations aux 15 parents qui l'avaient demandé. L'opération Proust sera renouvelée à la rentrée de septembre pour les enfants qui rentrent en classe préparatoire. Donc la distribution de Proust complète sera faite le jour de la rentrée. Et puis on s'est mis en cheville avec le CCAS, avec aujourd'hui le Secours populaire qui fait les distributions alimentaires chez nous pour les gens qui ont droit. On avait des restes de trousses des autres années, parce que chaque année on change le modèle et puis un petit peu les crayons qui sont à l'intérieur. Donc on les a entièrement donnés au Secours populaire pour que les enfants, quel que soit le niveau de classe, en fait il n'y en a pas énormément, hein, mais puissent bénéficier de cette petite aide-là, même si elle n'est pas énorme, c'est toujours ça pour la rentrée scolaire. Compte tenu des temps de travail qui sont organisés régulièrement avec les instituts, on avait été sollicité dans l'année aussi pour le renouvellement de l'ensemble des manuels et fichiers scolaires. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, avec les tableaux numériques, ils ont pas mal de fichiers, et puis ils ont encore toujours des livres de mathématiques, d'histoire, etc. Donc ils nous avaient demandé si on pouvait les renouveler complètement. Donc on leur avait dit, bah, écoutez, il n'y a pas de souci, vous nous chiffrez la chose, on sera peut-être obligé d'étaler sur 1, 2, 3 ou 4 ans suivant la demande. En fait, elle s'avère la demande qu'elle est assez raisonnable d'un point de vue prix, puisqu'on est un petit peu moins de 10 000 € pour l'ensemble, et donc on a validé le renouvellement de l'ensemble des manuels sur les deux écoles pour tous les niveaux pour la rentrée scolaire. À Pérou, on aura les travaux de changement de chauffage dans l'été, puisqu'on va passer du chauffage électrique excessivement énergivore, parce qu'on avait les yeux gris pleins il y a quelques années, à un système de chauffage au gaz. Et Vivaldi, les travaux de mise en peinture d'une classe, et puis du nouveau bureau de la directrice, pour l'instant il n'y avait qu'un seul bureau, donc maintenant comme il y a un directeur et une directrice qui a été nommé d'ailleurs, on fait quelques travaux pour lui permettre d'arriver dans de bonnes conditions. Pour votre information complète aussi, on y avait échappé jusqu'à maintenant, mais on a pris une belle petite claque avec notre prestataire de cantine, puisqu'on a les tarifs de la cantine en hausse qui nous avaient été proposés à 29% d'augmentation. Et après une âpre négociation, on a réussi à limiter cette hausse qu'à 10%. Enfin, elle est quand même à 10%. Et on n'a pas changé les tarifs cette année, comme on l'avait dit lors du budget. Les travaux d'urgence sur l'église, dont on vous avait parlé, dont on a voté les aides du département, etc., ont démarré cette semaine pour une quinzaine de jours. Donc c'est les premiers travaux de couverture, de consolidation de la charpente, etc. Et dans le même temps, on a l'étude de sol qui a démarré. On a donné un mail tout à l'heure en disant que les premiers forages faisaient qu'ils ne trouvent pas de fondation. En fait, il faut savoir que c'est pour ça que notre église pose problème, c'est qu'elle est posée comme ça, sans fondation. Donc ça n'augure pas de bons résultats pour l'étude géotechnique. Je pense que ça va très légèrement alourdir les 6 millions d'euros qu'on doit déjà mettre dedans pour la somme. Je vais poser devant moi, on a reçu
cette semaine le label Ville d'honneur, alors avec les palmes d'argent, on n'est même pas passé par le bronze, on est allé directement à argent. Et je voudrais te féliciter, Béatrix, pour ce travail. Alors je sais qu'il y a l'équipe Com aussi qui a beaucoup travaillé. Voilà. Donc bravo à tous. Pour la première année, c'était quand même une belle performance. Pour les seniors, on en a parlé tout à l'heure, mais on a de très bons retours et on a surtout le voyage de septembre qui est rempli, donc c'est parfait. Et puis on sera ravis de vous accueillir pour les petits, puisque c'est pour les petits, la semaine prochaine, le samedi 10 juillet de 10h à 19h au privé pour la fête de l'eau et la fête de l'été. Et puis les plus grands, on les retrouvera le 29 juillet à partir de 18h au stade pour la fête foraine et le traditionnel tir du feu d'artifice, puisque l'espace auquel nous tirons le feu d'artifice ne rentre pas dans les restrictions que le préfet a mis pour tirer les feux d'artifice, donc on va pouvoir allègrement le tirer en toute sécurité. Voilà, j'en ai fini avec les informations, on va passer à vos questions. Donc l'Alliance Malthusienne, vous avez posé les 2 questions, on vous écoute. Alors, première question, sans concertation avec les Malthusiens, vous avez décidé de retirer les 2 plots en béton qui bouchaient l'accès de la rue du Chalet, en indiquant qu'il s'agissait de la demande de la CCPMF et en amont d'une demande du prestataire en charge de la collecte des déchets. Votre courrier est stipulé de la sorte. En effet, pour la collecte rue de l'Abbé Pierre, en direction du chemin du Chalet, l'équipe de collecte est dans l'obligation d'effectuer une marche arrière. Les riverains ont questionné les agents de ramassage des déchets et ils leur ont indiqué n'avoir jamais fait une telle demande, pour preuve qu'ils n'ont rien demandé, car ils ont précisé qu'ils continueront la collecte comme ils l'ont toujours fait. La question qui se pose est: pourquoi ne respectez-vous pas les termes de votre courrier du 13 décembre 2013, dans lequel vous vous engagiez à certaines mesures en matière de circulation au sein de l'Orée des Bruniers, et notamment à la pose d'une barrière amovible au bout de la rue du Chalet, barrière qui s'est vite transformée en plot en béton. Depuis l'ouverture de cette voie, la circulation s'est accentuée, et qui plus est, parce que vous avez déplacé les 10 plots pour boucher la rue de l'église, augmentant ainsi le passage dans la rue de l'Abbé Pierre et dans le chemin du Chalet. Pourquoi, si vous voulez supprimer l'obstruction de la rue du Chalet, avez-vous décidé de fermer la rue de l'église? Pouvez-vous nous donner l'arrêté municipal que vous avez dû prendre pour cette transformation de la circulation au sein de la commune, suivant l'article L2213-4 du Code général des collectivités territoriales? Alors, comme d'habitude, il y a une fausseté dans la question, mais c'est pas grave. Alors, la première des choses, c'est que l'arrêté, il est mis normalement sur le site, donc vous pouvez le consulter. Il a effectivement, de toute façon, bien été pris en règle avec le Code général des collectivités. Ça, c'est pas un souci. Après, que les gens aient questionné les agents qui récoltent la collecte, c'est évidemment la simplicité, c'est quand même pas eux qui font les règles, et ils ont des patrons au-dessus d'eux, et ils ont des patrons qui sont aussi régis par des réglementations internes, en particulier, alors je ne sais plus comment ils s'appellent, mais il nous avait été cité et stipulé dans le courrier de la CCPMF, un certain nombre d'obligations, et effectivement, nous n'étions pas en règle avec la loi en les obligeant à faire une marche arrière. Alors, vous dites d'ailleurs que pour continuer à faire comme ça, ils sortent par l'endroit maintenant, ils ont reçu des consignes en interne, et rassurez-vous, ils suivent le parcours comme ils doivent le suivre, et c'est pas ça le problème. Le courrier du 13, je ne sais plus comment, pour le citer là, du 2013, le problème c'est qu'il faut avoir assisté et avoir été présent à la discussion. D'ailleurs, j'ai reçu M. Joubert, qui était un des principaux acteurs de cette demande cette semaine. On a échangé très calmement et très posément sur cette demande. Il a fait des propositions que l'on va étudier, que l'on va certainement mettre en test. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien de figé. Aujourd'hui, il fallait simplement libérer le passage du camion, c'est chose faite. Après, effectivement, est-ce qu'il faut passer en tout sens interdit dans un sens ou dans l'autre, parce qu'on sait très bien que quand on est sens interdit, sauf aux riverains,
bah, même ceux qui ne sont pas riverains empruntent la chose. Pourquoi pas? C'est des choses qui sont en discussion, qu'on va essayer de mettre, peut-être mettre en place. Ce qui est sûr, c'est que ce lotissement a été coupé en deux, avec ce du haut qui était très content de ne pas avoir de passage et ceux du bas qui était mécontent d'en avoir beaucoup, et que depuis qu'on a ouvert, alors effectivement, ceux qu'on n'avait pas ont 4 ou 5 passages, et ceux qu'on avait 30 en bas n'en ont plus que 4 ou 5. Donc de toute façon, on sait très bien quand on prend des décisions que ça ne plaît pas à tout le monde, c'est évident. Voilà. Après, on les prend en toute connaissance de cause et en fonction des choses qui sont à respecter pour nous. Aujourd'hui, moi je suis très tranquille là-dessus. La conception du lotissement, elle a été faite avant que l'on soit élu. Et la simplicité pour que ce soit un cul-de-sac, il aurait juste fallu faire payer à l'époque aux promoteurs une aire de retournement au fond, et s'il y avait eu une aire de retournement, il n'y aurait pas ce problème de circulation. Je vais même compléter en disant que je trouve cette voirie excessivement dangereuse, parce qu'elle n'est pas assez large. Alors, pas assez large ou trop large. Elle est trop large pour une circulation à sens unique. Moi, je veux bien qu'on la mette à sens unique, mais par contre, si on sait qu'il n'y a personne qui est en face, les gens qui passeront bombarderont. Ça, c'est sûr et certain. Après, la circulation en double sens, elle permet de limiter la vitesse parce qu'on risque. Après, j'en sais rien, il n'y a pas de règle en la matière. On a reçu M. Joubert, on a écouté. On va faire des expérimentations sur les mois à venir, pas les mois d'été, parce que c'est des mois qui ne sont pas significatifs de par l'activité. Et à partir de septembre, pendant plusieurs mois, probablement 2 fois 3 mois, ou 2 fois 4 mois, ou 5 mois, ou 6 mois s'il le faut, on va faire des comptages, on va mettre l'APM aussi en planque de temps en temps pour essayer de dissuader le sauf riverain si c'est conservé ou si on passe en circulation que dans un sens. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien de figé. On regarde, on analyse et on écoutera évidemment aussi les habitants, mais pas que. Il faut respecter les règlements et on est contraint à ça aussi. Voilà. Votre deuxième question, s'il vous plaît. Sur l'affichage du permis de construire du chalet de chasse à l'angle de la Grande Rue et du Capitaine Lequin, il est précisé que 500 mètres carrés seront démolis. De quelle démolition est-il fait état? S'agit-il du bâtiment d'habitation ou des dépendances? Merci de nous préciser vos projets. Alors, vous nous avez fait la demande de consultation du permis, donc quand vous aurez le document, vous verrez ce qui est prévu à la démolition dedans, puisque vous nous avez fait la demande. Donc, tant qu'on était en consultation du permis, vous ne pouviez pas le consulter, parce que je vous dis les termes de la loi, nous ne pouvons pas communiquer sur un permis qui est en instruction. Aujourd'hui, ce permis, il n'y a plus en instruction, il est validé. Vous nous avez envoyé un mail hier ou avant-hier, ou même ce matin, je crois, pour en demander la consultation. On est en train de vous le préparer, et donc vous aurez la réponse à votre question en consultant le document. Pour l'instant, j'ai aucun rendez-vous de prix. Au contraire, j'ai eu un retour de votre service d'urbanisme me demandant les textes de loi qui me permettent de consulter le permis de construire. Oui, madame, c'est le RGPD. Vous n'avez pas... C'est marqué juste dans le permis de construire que ça peut être consulté par n'importe quel habitant. Moi, j'en fais la demande, oui, madame, je respecte. Oui, madame, il y a des règles. Pourquoi avez-vous toujours... Pourquoi avez-vous toujours un problème avec les règles et les règlements? C'est un truc qui est fou, ça, quand même. Vous êtes la première à nous critiquer, à dire qu'on fait n'importe quoi, n'importe comment. À chaque fois que vous allez au tribunal, vous perdez, et à chaque fois, vous revenez sur les choses. Donc, enfin, je sais pas, mais intéressez 5 minutes quand même. Bon sang. Et de toute façon, les questions, on n'est pas dans le dialogue. Donc, vous avez posé la question, vous avez eu la réponse. Est-ce que j'ai eu accès au document du permis de construire? Est-ce que j'ai eu accès? Vous l'aurez. Parce que j'ai posé une question. Vous l'aurez dans les délais qui sont impartis par la loi et dans les règles de la loi. Mais la réponse à la question diverse, elle n'est pas inscrite dans le règlement intérieur. Vous n'êtes pas dans l'obligation de me répondre à la question. Et je vous ai répondu, madame. Je vous ai répondu, la réponse ne vous plaît pas, certes, mais vous avez posé votre question qui ne me plaît pas et vous avez ma réponse qui ne vous plaît pas. Voilà. Point. Votre réponse qui est complètement illégale. Mais bien sûr, mais tout est illégal avec vous, mais c'est marrant que vous allez au tribunal à chaque fois vous perdez. C'est extraordinaire. C'est toujours comme ça. Voilà. Alors, soyez. Le jour où vous aurez gagné au tribunal, vous pourrez dire, ben voilà, vous avez fait quelque chose d'illégal. Seulement, à chaque fois, vous perdez. C'est ça qui est extraordinaire quand même. Alors, on a une question du public, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc, c'est Madame Diane Gamma qui pose la question, donc on vient d'en parler longtemps. Quand allez-vous mettre les barrières promises dans votre courrier aux habitants
rue de Grenier en 2013. Pourquoi ne pas avoir consulté les habitants des Greniers sur le retrait des blocs de pierre? On vient d'en parler pendant un moment, je ne vais pas me réétaler là-dessus. Il n'y a pas eu d'autres questions. On a fini notre ordre du jour, donc je vous souhaite à tous de bonnes vacances. On ne se revoit pas parce que le prochain conseil sera à la rentrée. On se revoit sur la législation communale. Il y a une question du... Excusez-moi. Levez-vous, hein, parce qu'il doit pas signer. Non, mais je ne vous donne pas la parole au public, madame, vous prenez rendez-vous, je vous reçois sans aucun problème. Alors là, c'est formidable, c'est exactement ce qu'on a à faire. Bravo. On est en dictature, c'est bon, on a compris. En fait, le conseil, c'est pas le but de pouvoir échanger entre nous. En fait, on est dans une municipalité, c'est pas sympathique. Alors, il y a pas mal de choses qu'il faut que vous entendiez, mesdames et messieurs. Le conseil municipal, c'est pas une instance de dialogue avec la population, d'accord? Après, je reçois sur rendez-vous, je reçois sur permanence, je me déplace à domicile s'il y a besoin avec un ou plusieurs conseillers pour échanger. Donc vous avez besoin de me voir, il n'y a aucun problème. Je vous reçois, comme j'ai reçu M. Joubert aujourd'hui, enfin la semaine dernière, comme je reçois des dizaines d'habitants en permanence. Donc je vous assure, si vous avez besoin de me voir, prenez un rendez-vous, je vous reçois sans aucun problème. Je m'y engage, je vous dis, c'est filmé, il n'y a pas de souci, je vous fais mal. Moi j'ai juste une question. Quel est le but alors d'un conseil municipal si on ne peut pas poser de questions? Alors, enfin, moi c'est la première fois que je viens et je me suis sentie agressée en fait. Alors justement, du coup j'ai un petit problème avec la démocratie et le dialogue et le législatif. Non, mais il y a pas de souci, votre question. Mais en fait, je me dis... Écoutez la réponse. Votre question est parfaitement légitime. Il faut savoir qu'au conseil municipal, le public n'a pas le droit d'interagir. C'est pas moi qui ai fait la loi, c'est dans le code général des collectivités territoriales. Voilà. Alors, il y a quelques années, je répondais tranquillement aux questions du public parce que les gens étaient calmes, posaient des questions calmes, sans aucun... C'était devenu un petit jeu d'agresser l'équipe municipale, enfin, donc j'ai arrêté ça. Je fais des questions écrites que vous pouvez poser et auxquelles je réponds. Alors là, ça c'est un contre-choqué. Je ne sais pas si c'est vous qui aviez posé la question ou notre dame. Ça s'est entrechoqué avec une question qui avait déjà été posée. Donc on ne va pas expliquer 20 fois les choses. Mais en dehors du conseil municipal... Vous n'avez pas répondu à la question de pourquoi vous n'avez pas consulté les habitants de Grenier. Mais pour ça, on échangera sur cette question quand je vous verrai. Mais ça sert à rien. Je vais vous dire, je vais y répondre là, puisque vous êtes très calme, je vais y répondre. Je n'avais pas à consulter sur quelque chose qui, de toute façon, devait être fait parce qu'on était hors la loi. Voilà. Alors après, l'ouverture des plots, de toute façon, ça devait être fait. Okay, voilà. Après, les modalités que l'on va travailler ensemble sur la sécurité pour que le lotissement reste le plus sécuritaire possible, le moins dangereux, etc. auprès des habitants, il n'y a aucun souci, évidemment. Là-dessus, on va échanger, on va faire des expérimentations, on arrivera à trouver une solution. Mais la difficulté aussi, c'est que je peux lancer une piste en disant ce lotissement-là, l'erreur qui a été faite, c'est de fermer. Aujourd'hui, la route de ce lotissement, c'est du domaine public. C'est pas du domaine privé. D'accord? Donc moi, je dois aussi l'égalité de traitement de cette voirie à l'ensemble des gens. Donc après, je peux très bien la mettre en sens unique pour limiter l'utilisation, etc. Parce que la voirie est plus rétrécie, parce que le virage a été mal conçu. Ben, évidemment, il y a plein de choses sur lesquelles on peut discuter, échanger et essayer de trouver la meilleure des solutions, mais il y a un certain nombre de choses qui sont obligatoires et qu'on est obligé de faire. Voilà. Après, prenez rendez-vous à plusieurs même. Alors, si vous prenez rendez-vous à plusieurs, vous me le dites. Parce que quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un, je reçois que quelqu'un. Si vous voulez venir à 3 ou 4, vous me dites je voudrais vous voir avec monsieur machin à l'habitude, il n'y a pas de souci. Nous, en fait, je vous recevrai. on essaie juste d'essayer de trouver la meilleure des solutions. Mais on est sur un meilleur cadre de vie. On est d'accord. On est sur le même Imaginez-vous, quel est mon intérêt à tenter de vous embêter ou à tenter j'ai aucun intérêt à faire ça. Donc si vous voulez, si je l'ai fait, et on échangera là-dessus tranquillement, c'est parce que j'avais une obligation à faire. Après, eh ben, on va essayer de trouver la moins mauvaise des solutions pour limiter les mauvaises choses dans votre cadre de vie. Voilà, pour tenter d'améliorer ou de ne pas détériorer votre cadre de vie. Voilà. Ok. Merci. Merci. Non. Au revoir.